Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Le 30 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale du zéro déchet dans le cadre de l'environnement. C'est dans cette occurrence que nous recevons ici le président de l'ONG Éveil d'Afrique, M. Higuin Kaya Mikala. Avec lui, nous parlerons de l'environnement, de son combat et de son ONG Éveil d'Afrique. Bonjour, Président. Bonjour Madame Ibili. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président d'Éveil d'Afrique. D'abord, pourquoi cette appellation assez curieuse, Éveil d'Afrique? Alors je pense que ça s'explique le plus simplement possible. Éveil d'Afrique, tout simplement parce que notre très beau continent, l'Afrique, a besoin, bien entendu, d'une forme d'éveil. Il faut donc éveiller les consciences. Éveiller les consciences et apporter un peu ce que je dirais un brin de lumière dans l'éveil de la façon de voir, de réfléchir, de percevoir l'avenir pour notre très beau continent, l'Afrique. Éveil d'Afrique, c'est tout simplement stimuler l'intelligentsia, stimuler l'innovation, stimuler la prise de conscience pour s'orienter véritablement vers un développement de notre continent. Oui. Ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé sur la thématique climat, changement des climats, sur l'environnement. Pourquoi avez-vous choisi ce combat? Alors déjà, la création même de l'organisation s'oriente sur les questions environnementales. Nous n'avons donc pas tout simplement ces dernières années. Nous avons créé cette organisation pour s'orienter sur les problématiques du développement durable. Et c'est tout à fait évident, parce qu'aujourd'hui, il faut noter que cette question du climat, je dirais même entre guillemets, ce fléau du changement climatique, est en train malheureusement de détruire notre planète. Et il est donc impérieux aujourd'hui de mettre en place des mécanismes de lutter contre les impacts du changement climatique, mais de mettre au centre les citoyens comme étant des acteurs pour la lutte contre les impacts du changement climatique. D'autant plus que ces impacts ont réellement, je dirais, des conséquences sur nos économies, sur notre social, sur notre façon de vivre. Et donc, il est, comme je l'ai dit, il est nécessaire aujourd'hui de s'engager véritablement à être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. D'accord. Et vous vous êtes engagé. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette expérience? Ça relève tout simplement d'un déclic. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on aime la vie, on aime la nature. Et lorsqu'on aime la nature, on doit la préserver. Parce que, vous savez, préserver l'environnement, c'est préserver la vie. Ça se rejoint. Et nous pensons qu'il était donc pour nous très nécessaire, comme je l'ai dit, de nous engager. Il faut comprendre que nous sommes dans un continent, l'Afrique, qui est un continent qui pollue moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais vous conviendrez avec moi, aujourd'hui, nous vivons les impacts du changement climatique. S'il faut tout simplement que je m'appésantisse sur les questions de température, vous voyez comment nous vivons ces pics et ces hausses de température qui créent parfois des maladies, mais qui créent aussi des impacts sur la flore et sur la faune. Et donc voilà pourquoi nous pensons que c'est une expérience très enrichissante pour nous d'être là des défenseurs de la planète, d'être là des citoyens engagés, parce que je vais peut-être avoir ici un point de vue très apocalyptique, mais soyez-en sûrs qu'à cette allure, nous risquons d'avoir encore et encore des véritables et grandes catastrophes naturelles qui pourraient malheureusement fragiliser nos économies. Or, fragiliser les économies, c'est créer aussi des conflits. Donc, lorsque nous nous engageons sur les questions de climat, d'environnement et de développement durable, nous faisons aussi tout simplement la gestion, la prévention et la résolution des conflits. D'accord. Alors, 30 mars, journée internationale du zéro déchet. Quel est votre regard sur cette journée et que pensez-vous de la gestion de nos déchets ici au Congo? Alors, il faut peut-être par rappel se dire ici que cette journée a été initiée le 14 décembre 2022 lors de la 77e session des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution 77-161 qui instaurait donc la journée du 30 mars comme étant journée internationale zéro déchet. C'est vrai, permettez-moi d'abord, avant de saluer les efforts de Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Madame Arlette Soudan-Nono, qui, comme d'habitude, a eu à faire la communication traditionnelle du gouvernement suite à cette journée et a lancé une très grande initiative de salubrité au campus de l'université Marianne Wabi, où elle a réuni des associations et ONG pour une vaste opération zéro déchet.
Il faut noter qu'aujourd'hui, les déchets deviennent un fléau. Plus notre population va s'agrandir, donc plus la pyramide démographique va s'agrandir, nous allons noter plus de population, plus de déchets. Mais aujourd'hui, la gestion des déchets devient véritablement un grand problème qui mine non seulement les pays africains, mais c'est un peu partout. Alors, s'il faut parler du Congo, on a ce véritable problème. Et par expérience, pour nous qui sommes dans ce domaine, nous pensons que, outre l'engagement du gouvernement qui devrait se faire avec toutes ces entreprises d'assainissement qu'on peut avoir, mais il faut qu'il y ait un engagement aussi citoyen. Nous devons, nous, là je parle en tant qu'ONG, donc acteur de la société civile, nous devons accompagner le gouvernement, donc la mairie dans ce sens-là, c'est-à-dire à sensibiliser les populations pour que elles, ces populations, deviennent elles d'abord actrices dans le cadre de la propriété. Il faut noter qu'aujourd'hui, c'est parfois l'ignorance aussi qui est responsable de plusieurs vices. Est-ce que nous avons pris le temps d'expliquer aux ménages qu'aujourd'hui, il faut avoir une politique de gestion de déchets? Vous êtes brazzavilloise comme moi, et vous remarquerez que dans certains quartiers, on a cette fâcheuse habitude que je déplore ici, de jeter nos ordures dans les VRT, c'est-à-dire que dans les canalisations, parfois dans les égouts, parfois dans des collecteurs et dans l'eau. Et ça, c'est parfois par ignorance. Et c'est à ce moment que la société civile, que les associations, que les ONG devraient jouer un rôle de sensibilisation pour expliquer à ces populations qu'il y a des bacs ou qu'ils peuvent aussi avoir chez eux des petits bacs et organiser véritablement un très bon processus donc, de collecte, mais surtout de décharge de déchets. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui que nous vivons dans certains quartiers où c'est très insalubre et cette insalubrité crée malheureusement des nids, des foyers, de microbes, de bactéries et qui impactent sur notre santé. Est-ce qu'on a un réel problème de transformation de nos déchets aujourd'hui? Alors, déjà, je vais décompter ce que vous dites. Lorsque j'entends déchets, et vous parlez de transformation, donc déchets plus transformation, pour moi, c'est opportunité. Tout simplement parce que dans la chaîne de valorisation des déchets, on peut créer des emplois directs et indirects. C'est-à-dire que la transformation dont vous faites allusion, je l'appellerais le recyclage. Nous pouvons profiter de ces déchets de nature ménagère à en faire ici un compostage, qui serait très important pour le maraîchage et donc l'agriculture. On peut aussi recycler pour vendre. On peut recycler pour transformer en d'autres produits. Mais tout ce processus, qui est très intéressant en termes de création, de valorisation en création d'emplois, devrait être accompagné. Et moi, je pense que c'est aussi une opportunité. Je profite donc de votre émission pour le dire aux téléspectateurs. On peut avoir ici des ateliers de renforcement de capacité avec des jeunes entrepreneurs pour créer des sociétés de valorisation de déchets qui seraient, je pense, aussi un accent particulier pour lutter contre le chômage des jeunes. Est-ce qu'il faut créer un fonds vert pour soutenir tous les jeunes qui se lancent dans la transformation des déchets? Madame Ibende, la journaliste chevronnée que vous êtes, je tiens à vous rappeler que vous venez là de soulever un très bon projet et je vous félicite bien pour cela. Très bonne initiative. Mettre ici un fonds, peut-être pas vert, parce qu'il y a un fonds vert déjà en termes de gestion forestière et d'appui au développement et à la préservation de nos forêts, mais on peut dire un fonds d'appui. Un fonds d'appui qui pourrait accompagner les jeunes qui sont porteurs de projets dans le domaine du recyclage. Et c'est très intéressant. Si votre projet, vous parlez là à un acteur de la société civile et vous êtes journaliste, vous m'épatez lorsque vous dites ça, c'est vrai. On peut mettre en place un fonds, mais il faut avoir des banques de développement aussi qui doivent accompagner ces jeunes, avec de très bons business plans, une très bonne étude de terrain, une étude sociologique. Je tiens à marteler sur l'étude sociologique. Et oui, madame, c'est vrai, un fonds d'appui pourrait très bien permettre à ces jeunes entrepreneurs de décoller économiquement et nous verrons les résultats sur le terrain avec éventuellement un assainissement très prononcé dans la ville de Brazzaville. Il y a des concitoyens qui brûlent leurs déchets eux-mêmes à la maison, d'autres cohabitent avec ces déchets. C'est vraiment un casse-tête pour certains de se débarrasser des déchets, soit des déchets alimentaires ou tout déchet confondu. Quels sont les risques de cohabiter avec les déchets? Bien entendu, les maladies, la contamination, on a le choléra, on a d'autres maladies encore qui seront très dangereuses, qui impacteront sur la santé, qui peuvent donc aussi causer la mort. Ça reste une maladie. Et quelque part, je reviens encore sur la sensibilisation.
Moi, j'aime bien condamner cette phrase, je ne sais pas c'est de qui, mais qui a intégré la conscience collective du Congolais, de l'Africain. On disait à une époque que le noir ne mourrait pas de microbes. Une idéologie, une rumeur très fausse, mais qui malheureusement pour certains, c'est devenu une véritable réalité. C'est dangereux. Voilà, c'est ça, l'ignorance qui nous tue. Et c'est là où je me dis, on peut avoir les meilleures sociétés d'assainissement, mais si on n'a pas le véritable ou la véritable démarche qui est celle de la sensibilisation, d'imprégner sur le Congolais la culture de la gestion du tri sélectif des déchets, nous n'avancerons pas. Je vous prends un exemple très simple. Il y a eu une époque où il y avait des bacs à ordures qui nécessitaient d'appuyer sur un clapet pour que le bac s'ouvre, le couvercle, afin de mettre le déchet. Certaines personnes non informées qu'il fallait appuyer sur le clapet, vous vous rendez compte que le bac est vide, mais il y a les ordures autour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas formé, on n'a pas sensibilisé. Ça doit être une culture. Et lorsqu'on parle de culture, il faut, c'est une proposition, c'est comme l'impression que notre émission passera de proposition en proposition, d'idée. Mais il faut aussi apprendre aux plus jeunes la culture d'un environnement sain. Aux plus jeunes. C'est quand même aberrant de voir des Congolais responsables. Parfois, moi aussi, il m'arrive, je le dis, vous prenez du jus et la bouteille plastique. Non, vous êtes dans un taxi, dans votre voiture et vous jetez de par la portière. Après, on se dit, bon, mais l'État va faire son travail, la mairie fera son travail. Et c'est ça qui tue. Si moi je jette, vous jetez, et je prends l'exemple, plus jeune que nous voit ce que nous venons de faire, lui aussi jette, demain on est surpris de voir qu'il y a un tas de déchets plastiques. Et tenez-vous compte, Madame Libélé, la dégradation d'un objet plastique prend 400 ans. Imaginez-vous que 400 ans, si nous continuons à jeter, combien de tonnes de déchets plastiques nous allons avoir? Vous vous rendez compte? L'Afrique, c'est près de 516 millions de tonnes de déchets plastiques d'ici à 2050. Imaginez-vous. Tout à l'heure, je disais, plus la population va s'accroître, parce que l'Afrique, c'est pratiquement 2 milliards d'ici 2050. Plus de population, plus de déchets. Alors, s'il n'y a pas une bonne politique de gestion de déchets, nos villes risqueront de se transformer en tas d'immondices. Et je parle surtout des déchets plastiques. Dans la gestion des déchets, il y a des jeunes Congolais entrepreneurs qui revendiquaient le fait de prendre la tête, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est Averda qui s'occupe officiellement du nettoyage de la ville, de la gestion de nos déchets. En tant que l'homme de l'environnement, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne veux pas rentrer sur un débat qui me permettrait d'être à la fois juge, arbitre, peut-être pas d'une polémique, faire un choix entre les multinationales, entre Averda, avec une ou des sociétés créées par des jeunes Congolais, mais bien au contraire, je me rangerai tout simplement du côté de l'excellence et du travail bien fait. Mais après, vous avez dit jeunes, j'aime peut-être pas trop me porter cette veste de jeune, mais je dis, s'il y a des jeunes qui ont de très bonnes initiatives, pourquoi ne pas faire confiance, les accompagner? Et si, par exemple, vous me dites que vous connaissez telle société d'un jeune Congolais qui exerce dans le domaine de la gestion, l'assainissement et la valorisation des déchets, moi je pense qu'en tant qu'Éveil d'Afrique, ONG, nous pouvons donc accompagner ces jeunes-là. Nous voulons aussi, c'est ça aussi, faire confiance à la compétence locale, à la compétence nationale. Je ne tourne pas le dos au travail que fait Averda, mais je me dis si à côté, il peut y avoir en appui, en accompagnement des initiatives de pré-collecte et de gestion de voiries urbaines initiées par des jeunes Congolais, donc des jeunes entrepreneurs, c'est un avantage. Tout simplement, c'est la promotion de l'entrepreneuriat, c'est la promotion aussi du développement durable, mais c'est aussi la lutte contre le chômage, et c'est aussi la valorisation de nos entrepreneurs nationaux. Donc, j'appuie tout simplement cette initiative, si elle existe bien sûr. Est-ce qu'il faut une décentralisation aujourd'hui? Parce que jusque-là, il n'y a qu'une seule compagnie qui s'occupe de la gestion de nos déchets et tout est comme centralisé au niveau de la mairie centrale. Ça ne nous donne peut-être pas l'opportunité de concurrencer nos quartiers, trouver le meilleur quartier de Brazzaville et tout. Est-ce qu'il faut décentraliser aussi la gestion de nos déchets? Je pense que la décentralisation et la déconcentration ont toujours été une initiative louable. Dans quelle mesure? Vous parlez de mairie. Moi, je fais une proposition.
Mais si chaque mairie avait son service d'entretien et de salubrité, et si on pouvait, vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous dites, on pourrait voir qui serait le beau quartier. Je prends un exemple simple. Si on initiait un prix, le prix du meilleur, de l'arrondissement le plus propre de Brazzaville, ça poussait les mairies à être d'abord compétitives en termes de gestion de voirie urbaine, compétitives aussi ces mairies en termes de cité écolo et durable. Peut-être que nous verrons des améliorations. Mais je pense que déconcentrer, décentraliser serait une très bonne chose. Et je rejoins donc la thématique, je rejoins les propos de tout à l'heure. Ça veut dire que si dans chaque arrondissement, il y a des opérateurs de pré-collecte qui sont donc des jeunes entrepreneurs de ces arrondissements-là, je pense que Mungali a sa petite société de gestion de voirie, Poto Poto, Bakongo, Makele, ce serait très bien. Et que toutes ces sociétés travaillent donc peut-être avec Averda, qui je pense a un grand parc automobile en termes d'engins et autres. Je pense que là, nous partirons des arrondissements, des communes propres vers une grande ville plus assainie. D'accord. Et là, je parle de Brazzaville. Ça veut dire aussi que la même stratégie, la même démarche peut être adoptée vers Pointe-Noire et Doulis. Oui. D'accord. Parlons des changements climatiques. Lorsqu'on dit que les prochaines guerres seront des guerres climatiques, est-ce que vous pensez que ces spécialistes exagèrent ou effectivement nous aurions des guerres climatiques? Madame, nous avons très souvent, nous, les acteurs de l'environnement, de la question climat, on est très souvent incompris. On nous repose le fait d'être un peu très apocalyptique. Oui. Mais madame, je vais vous dire que ce que nous avons comme richesse, comme ressource, peut disparaître. Peut-être pas dans 50 ans ou dans 100 ans, mais ça peut disparaître. Et lorsqu'on est environnementaliste, qu'on est porté sur les générations futures, qu'on est porté sur l'avenir de nos petits-enfants, on doit être alarmiste sur la situation de notre planète. La guerre de demain, c'est la guerre de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment il y a des migrants qui quittent des pays pour aller s'installer vers d'autres pays, tout simplement, parce que ces populations fuient la sécheresse. Mais lorsqu'elles arrivent dans un nouveau pays, comment ils sont considérés, ces personnes-là? Elles sont considérées comme tout simplement étant des migrants. Est-ce que ces personnes aussi vont s'adapter au nouveau pays? C'est donc pour dire qu'aujourd'hui, l'homme a une culture nomade. Nous migrons toujours vers un nouvel Eldorado pour des avantages. Et je vous dis que si les changements climatiques persistent, donc l'avancée de la désertification, la sécheresse et tous les impacts des catastrophes naturelles, les populations vont devoir se mouvoir d'un pays vers d'autres pays. Et ceci est très souvent la cause de plusieurs conflits. Nous risquons de repartir à une époque de conquête, parce que les pays se diront, il fait moins beau chez moi, je vais vivre ailleurs. Et ça peut être l'origine donc de plusieurs guerres et plusieurs divisions. Parler du climat, c'est prévenir et c'est gérer les conflits, et je le disais tout à l'heure. C'est vrai, la hausse des températures est en train de créer un véritable problème. Non seulement en termes de sécheresse, mais aussi en termes de disparition de flore et de faune. Je parle ici en prenant un exemple sur les populations autochtones, que nous appelons parfois, que nous appelons jadis pygmées, qui aujourd'hui commencent à vivre les impacts du changement climatique. Donc la faune, les animaux disparaissent ou migrent vers d'autres territoires. Et éventuellement, ces populations qui étaient habituées à avoir des comportements culinaires spécifiques, elles aussi sont contraintes de se mouvoir. Et donc ce bouleversement climatique va impacter aussi sur le social des populations. Voilà pourquoi il est impérieux dès maintenant de prendre conscience sur l'urgence de la question. Voilà pourquoi chaque année nous sommes à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour parler de ces questions. Il y a urgence, Madame Ibéné. D'accord. Mais on déplore aussi souvent le fait que les populations les plus touchées, par exemple les peuples autochtones, ne sont pas associés à des
grands sommets, des grandes réunions qui concernent le climat, parce que ce sont eux, ils sont concernés, ils vivent près de la forêt, ils connaissent la forêt, ils ont même des méthodes aussi de lutte contre les changements climatiques que nous avons besoin de savoir, mais malheureusement ils sont mis de côté. Qu'en dites-vous? Votre point de vue, il reste discutable. De quelles populations autochtones? Celle du Congo, celle du Cameroun, du Gabon, de la RDC? Je ne sais pas. Mais je pense que nous parlons du Congo. Bien sûr. Il faut quand même reconnaître que le gouvernement a fait un véritable effort avec la loi sur la promotion et la valorisation de la culture autochtone. C'est vrai que c'est peut-être pas effectif lorsqu'on parle de participation des populations autochtones lors des grands sommets, mais il y a quelque part des représentations. Je ne vais pas citer les noms ici, mais il y a des réseaux. Je prends le cas du Rénocipac, de monsieur Etienne Tantan, qui est un autochtone, mais qui prend part à des conférences internationales et qui a une voix qui porte aussi. Ils sont nombreux. Je peux parler ici de M. Parfait Diaokamba et de plusieurs leaders de des populations autochtones qui ont des organisations qui prennent part à ces conférences internationales. Peut-être le véritable problème peut se poser sur la restitution. Oui. Est-ce que les conclusions de ces grands sommets, ces grandes conférences, parviennent aussi au plus profond vers ces populations pour qu'elles comprennent? Et je vous rejoins lorsque vous dites que non seulement qu'elles vivent près des forêts, elles vivent dans la forêt, ces populations. Et nous les surnommons même les gardiens de la forêt. Elles sont détentrices d'un savoir, d'une culture ancestrale en termes de préservation de forêt. Je prends un exemple, je vais ouvrir une parenthèse, la question sur les tourbières. Les scientifiques découvrent les tourbières, mais les populations autochtones les connaissaient bien avant. Certes, n'avaient peut-être pas la même compréhension du rôle en termes de stockage carbone, mais préserver ces forêts-là, ces tourbières-là, en y ajoutant quelques spéculations mystiques et cultuelles, genre que c'est des forêts bénies, des forêts sacrées et autres. Mais, tout de même, ceci démontre que ces populations sont très engagées à la préservation des forêts. Et nous, Éveil d'Afrique, nous travaillons en partenariat avec plusieurs associations et populations autochtones pour ensemble mener des activités de plaidoyer commun en termes de préservation des forêts du bassin du Congo. D'accord. Parlons de la sacralité aussi des forêts, des eaux. Les scientifiques ne croient pas au côté spirituel, contrairement aux hommes de la forêt ou aux Africains. Nous, les Africains, on est animistes aussi quelque part, plus de 40%. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne crée pas un problème sociétal entre ce que vous, les environnementalistes, disent et ce que les populations vivent réellement dans nos villages, dans nos départements? Je crois que ça se rejoint. Si vous dites que l'environnementaliste veut préserver la forêt et que le riverain de la forêt dit que la forêt est sacrée, il faut la préserver, alors nous faisons le même travail, dans le même combat. Nous avons peut-être une démarche scientifique. Eux, ils ont une démarche plutôt mystique ou culturelle, mais on se rejoint. Oui. Mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand vous dites, par exemple, qu'un autochtone ne doit pas couper un arbre alors que les multinationales pétrolières polluent plus que le pauvre paysan qui coupe juste un arbre? Non, bien au contraire, il faut bien qu'on se comprenne. Et c'est là où nous parlons de plaidoyer, il faut bien qu'on se comprenne. J'ai comme l'impression que l'environnementaliste devient l'ennemi de la population au profit des multinationales. Bien au contraire. Nous sommes plutôt ces personnes qui se lèvent contre les multinationales, au bénéfice des populations. Je prends un exemple très simple en termes de plaidoyer pour les forêts du bassin du Congo. Nous qui sommes dans cet espace géographique qui ne pollue presque pas, donc l'Afrique, c'est un taux d'émission en dessous de 4%. Malheureusement, nous avons des pays en voie de développement économique. Nous devons lutter contre la pauvreté. Et en même temps, nous avons, pour nous qui sommes dans le bassin du Congo, donc à côté des deux autres bassins qui sont le Bornéo, Mekong en Asie du Sud-Est et l'Amazonie en Amérique du Sud, nous sommes le foyer ou les foyers de stockage et de séquestration de carbone. C'est nous, Madame Ibéné, c'est nous qui régulons le climat. Quand je dis nous les forêts, nous les pays du bassin du Congo, quoi. Pas nous les environnementalistes. Nos forêts
et nos tourbières stockent et séquestrent du carbone. Et ceci régule le climat mondial. Et lorsque nous partons à la COP, c'est pour dire non seulement aux multinationales, mais aussi aux grandes puissances économiques, à ces pays qui polluent, pour dire que nous ne polluons pas, mais bien au contraire, nous préservons nos forêts. Mais à côté de cela, toutes ces grandes promesses, l'accord de Paris sur le climat en 2015, en mars de la COP 21, les 100 milliards de dollars qui vont être débloqués pour accompagner notre développement économique dans l'enveloppe tardent jusqu'à présent, mais nous sommes face à une réalité. Nous devons aussi développer nos économies. Est-ce que vous comprenez? Donc nous rejoignons la population en disant que oui, je vais dire à un autochtone ne pas couper l'arbre pour faire son charbon, mais je dois trouver des méthodes de compensation. Bien sûr. S'il n'abat pas l'arbre, je dois trouver des méthodes de financement pour qu'il s'oriente sur d'autres activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, on a un avantage. On a le marché carbone. C'est là des procédés très intéressants, dans la mesure où ça peut faire de la compensation économique. Ce que nous voulons, il faut le comprendre, que l'environnementaliste n'est pas un naturaliste. Je suis M. Kaya, une fois m'a dit, mais pourquoi vous ne vous habillez pas en paille ou je ne sais pas. Non, je ne suis pas un naturaliste, je suis un environnementaliste. Et je le dis devant les caméras aujourd'hui. Il faut être un écolo visionnaire engagé. C'est-à-dire que nous réfléchissons au développement économique de nos pays d'Afrique, mais tout en respectant l'environnement. D'où la définition du développement durable. Oui. C'est-à-dire que c'est une triangulation du développement sur le volet économique, social et environnemental, conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies et à l'agenda 2063 de l'Union africaine avec les 10 aspirations. Est-ce que vous comprenez? Donc nous militons pour une Afrique développée, avec des économies très fortes, donc avec la santé, l'éducation, le logement, les voies d'accès. Mais ça rejoint un très bon projet, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, initié par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avec ses pairs, lors de la COP de Marrakech, en 2016, au Maroc, au Royaume du Maroc. Un très bon projet qui a des programmes de développement économique au bénéfice de qui? De nos populations africaines, madame. Les populations attendent toujours. Vous savez, aujourd'hui, avec l'environnement, la protection de la nature et tout, il y a certains chasseurs qui n'ont plus le droit de chasser certains animaux, mais ils attendent toujours des compensations qui n'arrivent pas. Rectificatif. Oui. On n'interdit pas la chasse. Oui, on régule, de chasser. On régule la chasse. Oui. Madame Ibéli. Mais vous savez que dans le domaine de la chasse, il y a aussi, comme dans votre domaine, il y a des spécialités. Il y a des gens qui sont formés pour tuer des éléphants. C'est peut-être choquant pour les Occidentaux ou pour ceux qui ont grandi en ville, mais pour ceux qui ont grandi dans la forêt, il y a des familles de génération en génération, ils ne sont que chasseurs d'éléphants. Et lorsque l'État, lorsque vous les environnementalistes, vous arrivez pour dire qu'il ne faut plus chasser des éléphants, ils n'ont plus de travail. Et ils n'ont plus de moyens pour nourrir leur famille. Très bien. Voilà. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant. Si on doit chasser les éléphants, les tuer, c'est pour les manger. Pour vendre. Mais vendre, après, c'est pour les manger. Mais si on les tue tous, on meurt de faim après aussi. Voilà pourquoi je vous dis que la vie est faite de la planification et de la régulation. C'est quoi la régulation? Même sur l'abattage des arbres, je suis environnementaliste, je ne veux pas vous dire que plus un arbre ne sera coupé au Congo, c'est faux. Nous allons abattre les arbres, nous allons vendre, nous allons faire de l'exploitation forestière pour développer nos économies. Mais nous devons réguler. Donc ça va être saisonnier et cyclique. Ça veut dire qu'il y a une période, et lorsqu'on abat un arbre, on en replante 2. Il y a une régénération de la forêt. Et dans le code forestier, une forêt, elle naît, comme on dit, une forêt vieillit aussi. Et il faut aménager une forêt. Pour revenir sur la chasse, dont j'ose croire que vous avez beaucoup de connaissances en chasse, mais bien sûr, je sais que vous ces familles qui sont, si vous le dites, qui sont de génération en génération, c'est des chasseurs d'éléphants, mais je pense que ces éléphants, à une époque, ont été protégés par leur grand-père. Donc c'est pour dire la chair,
animale, la viande de brousse plutôt, on la consomme, on l'aime bien, on est friand de cette viande-là, mais il faut réguler. Voilà pourquoi on parle de période de chasse. Ensuite, il y a des espèces qui malheureusement sont en voie d'extinction et de disparition. Alors, il faut laisser un moment, peut-être 15 ou 20 ans, pour laisser que ces populations animales-là puissent encore se reproduire, qu'il y ait véritablement une croissance. C'est beau d'aller dans une forêt, vous avez des singes partout, vous pouvez tirer à l'aveuglette et avoir un singe. Mais si ça disparaît, j'ai peur que dans 40 ans, nos enfants, nos petits-enfants nous diront que j'ai jamais mangé la viande de brousse. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus. Est-ce qu'il faut plus de communication et plus de dynamisme dans la rémunération des peuples autochtones ou des populations qui sont touchées par ce problème des changements climatiques? Il faut plus de sensibilisation. Et plus de fonds aussi. Oui, d'abord de la sensibilisation, parce que les fonds ne suffisent pas. On peut avoir les fonds, mais si on n'est pas sensibilisé, qu'est-ce qu'on en fait? On peut succomber à une mégestion. Il faut une sensibilisation. Et à côté de la sensibilisation, oui, des moyens financiers. Vous avez raison. Les fonds et toujours les fonds. Il faut trouver des mécanismes de financement pour les accompagner, mais surtout pour les désorienter un peu de ce secteur-là, pour qu'ils investissent dans d'autres secteurs, et là on pourra préserver les forêts. Dernièrement, vous avez fait une restitution sur le forum que votre ONG a organisé. Qu'en est-il également en quelques mots? Alors très bien, nous avons organisé du 14 au 15 mars 2024 la première édition du forum Hope for Africa Forest, forum sur les opportunités socio-économiques des forêts du bassin du Congo. Et donc il y a une semaine de cela, nous avons organisé un dîner de presse où nous avons présenté devant la presse nationale et internationale les recommandations de ce forum, parmi lesquelles je vais survoler le lancement d'un programme 10 000 arbres, où nous allons lancer un programme de boisement et de reboisement des espaces urbains, c'est-à-dire les écoles, les centres de santé intégrés, les hôpitaux, peut-être aussi les casernes militaires. Tout simplement, nous voulons avoir ici un couvert végétal urbain très intéressant qui influencerait le microclimat, essayer un peu de plus oxygéner la ville et avoir plus de zones d'ombre aussi, mais surtout être des foyers de séquestration de carbone. À côté de cela, nous allons lancer des formations des jeunes, c'est l'année de la jeunesse, comme on le dit, et on veut former les jeunes dans la conception des projets de financement des projets carbone. Et donc voilà un peu, je prends comme ça les morceaux choisis de ces recommandations, mais il faut noter que nous travaillons avec des partenaires financiers qui vont nous accompagner pour matérialiser ces projets-là. D'accord. Monsieur Idion Kayamikala, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.